Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 22e saison régulière de koh les armes secrètes. Alors, comme on l'avait fait dans le bilan des 4 terres, je vais d'abord vous donner mon avis général sur la saison, ensuite on reviendra sur les forces et les faiblesses de la saison, et puis enfin, pour terminer, je vous donnerai mon avis sur ce qui compte le plus pour moi dans une saison de koh, à savoir le casting, les candidats, quels sont les candidats que j'ai appréciés, quels sont les candidats que j'ai moins appréciés, et quels sont ceux que je m'attends à revoir et que je voudrais personnellement revoir dans un All-Star. Alors, pour commencer, je vais vous donner mon avis général sur la saison. Et c'est assez délicat de réellement dégager un avis synthétique sur la saison, puisque c'est une saison qui a été assez inégale, avec vraiment des hauts et des bas. C'est une saison très en dents de scie, donc assez compliqué d'en faire le bilan. Mais pour en faire le bilan, je vais prendre un point de comparaison, je vais prendre justement l'exemple des 4 terres, parce que pour moi c'est une saison qui partage un certain nombre de similarités avec les 4 terres, tout en prenant un certain nombre de fois le contre-pied complet des 4 terres. Je vais m'expliquer un peu plus dans les détails justement dans la partie des points forts et des points faibles de la saison, mais pour moi cette saison des armes secrètes est vraiment le miroir inversé des 4 terres, en cela qu'elle a corrigé le tir sur un certain nombre de défauts des 4 terres, mais en cela qu'elle a aussi pris le contre-pied parfois dans le mauvais sens de certaines des qualités de koh les 4 terres, et donc finalement cette saison, tout en étant très différente de koh les 4 terres, se retrouve finalement dans un classement plus ou moins virtuel des saisons que je me suis fait dans ma tête, pas très loin justement des 4 terres, un peu à la même position, c'est-à-dire s'approchant du top 10, mais ne pouvant pas vraiment atteindre ce top 10 du fait d'un certain nombre de défauts. Cela étant dit, si je devais vraiment comparer les deux saisons, autant les armes secrètes dans sa première partie, je n'avais aucun doute sur le fait qu'elle atterrirait, qu'elle échouerait dans le classement un peu plus haut que les 4 terres, parce que j'avais vraiment apprécié le début de la saison et aussi le milieu de la saison, donc toute la partie autour de la réunification. Autant pour moi la fin de la saison et notamment les manipulations de la production ont vraiment tiré cette saison vers le bas, et aujourd'hui si je devais vraiment comparer les deux saisons et les classer dans un classement des meilleures saisons de koh, pour moi, koh et les armes secrètes échoueraient en dessous de koh les 4 terres, du fait justement de cette fin de saison qui laisse vraiment un goût amer global à cette saison. Alors maintenant, on va forcément rentrer un peu plus dans les détails et on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai vraiment aimées dans la saison. Et donc pour commencer, pour moi, la principale qualité de cette saison, la première chose à laquelle je repenserai lorsqu'on me demandera mon avis sur cette saison d'ici quelques mois ou quelques années, c'est son casting et en particulier les fortes personnalités de son casting. J'avais aussi loué le casting des 4 terres parce que j'avais trouvé qu'on avait pas mal de candidats intéressants, mais un des défauts justement des 4 terres était le manque de fortes personnalités dans son casting. Autant on avait un casting plutôt sympathique, plutôt appréciable, mais qui manquait fortement justement de ces fortes personnalités, en dehors peut-être d'une ou deux personnes comme Adja par exemple. Là je trouve qu'on a été servi de ce point de vue là, on a vraiment des caractères qui se dégagent de ce casting, et c'est pour ça aussi que je disais que justement c'était une saison qui avait un peu justement pris le contre-pied des 4 terres, et c'est notamment vrai du point de vue du casting, puisqu'on a un casting pour cette saison qui a de beaucoup plus fortes personnalités en plus grand nombre que dans les 4 terres, mais un casting aussi qui est beaucoup moins appréciable et apprécié que celui des 4 terres, avec beaucoup de personnalités antipathiques, alors que c'était justement une des forces du casting des 4 terres, d'avoir beaucoup de personnalités sympathiques auxquelles on pouvait s'attacher. Et donc forcément ces fortes personnalités, quand je dis fortes personnalités, forcément je pense à un Aurélien, je pense à une Laure, je pense à une Myriam. Toutes ces fortes personnalités ont forcément apporté du divertissement et également des rebondissements à la saison. Donc ça a vraiment donné quelque chose d'assez plaisant, en tout cas dans les 2 premiers tiers de la saison, avec justement tous ces personnages qui se battaient un peu entre eux. Malheureusement, ils ont eu tendance à un peu s'éliminer les uns les autres, si bien qu'à la fin on manquait un peu de ces fortes personnalités. Mais pour moi, ce n'est pas la seule qualité du casting.
dans ce casting, il n'y avait pas que des fortes personnalités, il y avait aussi des personnalités peut-être un peu moins fortes, un peu moins sur le devant de la scène, mais des personnages intéressants. Je pense par exemple à Arnaud, même si on pourrait dire qu'Arnaud avait quand même une forte personnalité, mais c'était surtout avant tout un personnage intéressant. Je pense à une Candice aussi par exemple, on peut penser à une Shanice, qui n'étaient pas forcément des personnes qui se mettaient énormément en avant, mais qui ont beaucoup apporté à la saison de par leur personnalité, de par leur approche de l'aventure, la manière qu'ils avaient de voir le jeu. Donc pour moi, voilà, ce sont des très bonnes trouvailles de casting, et autant au début de la saison, on pouvait craindre justement un casting très orienté sportif, qui rechigne un peu à jouer sur le plan stratégique du jeu, autant, très franchement, cette saison nous a vraiment désavoué si on avait cette crainte-là. J'ai trouvé justement que la saison était vraiment de qualité de ce point de vue-là et qu'on avait des joueurs qui n'avaient pas peur de se salir les mains. D'ailleurs, ça va m'amener justement à mon deuxième point qui était justement que les candidats n'ont pas hésité cette saison à jouer et à jouer devant les caméras, et Dieu sait que c'était une crainte qu'on pouvait avoir étant donné les saisons précédentes, où avec la présence de plus en plus forte des réseaux sociaux dans les débats autour de koh, avec notamment le harcèlement qu'avaient pu subir certains candidats, qu'on ait des candidats qui fassent de plus en plus attention à leur image, d'autant qu'on a de plus en plus de candidats qui cherchent après l'émission à monnayer un peu justement leur passage, avec par exemple des sponsors sur les réseaux sociaux, donc qui cherchent à garder finalement une bonne image, à se forger une communauté, et qui donc vont a priori rechigner à jouer. Et pour le coup, ça n'a vraiment pas été le cas cette saison, malgré le fait qu'on ait certaines personnalités qui étaient quand même plus ou moins des personnalités publiques. Ce sont des personnes qui n'ont pas hésité à jouer à fond, même s'ils sont assez présents sur les réseaux sociaux, etc. aujourd'hui. Ce sont des personnes qui n'ont pas hésité à s'exposer, et ça j'aime beaucoup le fait que les candidats ne se cachent pas derrière des soi-disant valeurs pour faire leur coup en douce. J'aime beaucoup que les candidats s'exposent et n'hésitent pas à jouer le jeu. Alors évidemment, on n'a pas échappé à une certaine dose d'hypocrisie, je pense à des personnages par exemple comme Hervé, qui avait tendance à beaucoup se cacher et apparemment, d'après ce que disaient les autres candidats, à être assez hypocrite. Mais globalement, je trouve qu'on a vraiment pu voir les caractères des différents candidats, et c'est ce qui manquait, je trouvais, plutôt aux saisons modernes. On avait toujours, bon, il y avait des candidats évidemment comme Clémentine par exemple qui n'hésitaient pas à se montrer tels qu'ils étaient, mais d'autres candidats qui avaient tendance à un peu se cacher, à se cacher derrière des valeurs, à ne pas vraiment vouloir montrer ce qu'ils étaient, plutôt à vouloir montrer une certaine image d'eux-mêmes pour, disons, séduire le grand public. Là, j'aime assez le fait qu'il y ait des candidats qui ne se soient pas cachés finalement pour jouer, qui n'aient pas hésité justement à se salir les mains, qui n'aient pas hésité à se montrer sous leur vrai jour, avec leurs qualités et leurs défauts. Et c'est justement ça qui fait qu'on peut s'attacher ou non à des candidats. Autre point positif de la saison, c'est le cadre, la Polynésie française. Alors c'est aussi malheureusement un des reproches que j'ai fait à la saison, notamment dans mon dernier débrief, le fait qu'on n'ait pas eu assez de la culture polynésienne dans la saison, mais ça peut se comprendre aussi avec le contexte sanitaire particulier lié au Covid, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était quand même rafraîchissant, notamment en début de saison, d'avoir des paysages aussi différents, des paysages qu'on n'avait jamais vus dans koh. Je trouve que ça a un peu dépoussiéré l'image de l'émission qui avait tendance à s'enliser aux Fidji. Là, on a eu quelque chose de vraiment différent, et j'ai assez apprécié justement d'avoir de nouveaux paysages, et puis tout ce qui va avec, hein, d'avoir forcément de nouveaux designs, de nouvelles musiques aussi. J'ai bien aimé certaines des nouvelles musiques de la saison, notamment la nouvelle musique d'intro qui était un peu la musique polynésienne, ou le thème des armes secrètes. J'ai assez aimé qu'on ait un thème particulier, même si la nouveauté de la saison était, on va le voir, plutôt ratée. J'ai assez aimé qu'il y ait un thème associé aux armes secrètes et qui revienne dans chaque émission, voilà, dont on se souvient aujourd'hui. Ça, j'ai vraiment apprécié. Donc j'aime assez, voilà, tout cet univers et tout ce renouvellement finalement qui s'est fait autour de la culture polynésienne, puisqu'on a eu, voilà, beaucoup de musique qui était un peu en rapport aussi avec le côté guerrier, et avec des influences justement de cette culture polynésienne, même si on peut regretter que ça a été assez superficiel durant la saison et qu'on n'ait pas vraiment pu par exemple rencontrer la population locale, qu'on n'ait pas vraiment pu partager par exemple des conforts avec la population locale. Malgré ça, je trouve que ça a quand même apporté un vent de fraîcheur, notamment en début de saison, et après avoir passé autant de temps aux Fidji, c'était vraiment rafraîchissant d'avoir un nouveau cadre et de nouvelles perspectives pour cette émission.
Quatrième point positif, alors je suis peut-être un peu mitigé sur ce point-là, mais j'ai quand même voulu le compter dans les points positifs, c'est donc la survie qui a été un peu plus mise en avant, j'ai trouvé, dans cette saison, que ça n'avait pu être le cas dans les saisons précédentes. Même si on a vu un peu plus de survie dans les 4 terres, je trouve que cette saison ça a été encore un cran au-dessus. On a eu un peu plus de survie, notamment avec un Arnaud qui a beaucoup été mis en avant et qui vraiment a joué des pêcheurs pour toute la tribu. C'était assez sympa. On a vu aussi un peu les aventuriers galérer à faire leur abri, etc. avec des conditions assez difficiles, beaucoup de pluie. Je pense que c'est aussi lié au fait justement, et ça je l'évoquais dans mon point précédent, qu'on ait un nouveau lieu auquel les candidats n'étaient pas forcément habitués. Voilà, on n'était pas forcément dans l'image classique de koh avec la plage de sable blanc et des grandes îles comme ça pouvait être le cas dans les saisons précédentes. Là c'était quand même des petites îles, des petits motus, donc pas forcément évident, pas forcément hospitalier pour les candidats et puis pas forcément évident pour eux de trouver de la nourriture en dehors de la mer, justement en dehors de la pêche. Donc c'était assez intéressant de ce point de vue là et je trouve qu'on a vu un peu plus de survie. Même si la survie n'était pas toujours intéressante dans les épisodes, on a eu quand même quelques petites touches de survie par-ci par-là. Je pense notamment à une Candice en début d'aventure qui s'est un peu illustrée par certaines techniques, notamment sa technique de pêche. Enfin, il y a eu quelques petites touches de survie, il y en a eu d'autres qui étaient un peu plus ratées, je trouve, notamment tout l'épisode autour de la NAS avec Hervé, si vous en souvenez. Et pour le coup, voilà, je trouve que le fait de remettre un peu la survie au cœur du programme, c'est quelque chose de plutôt positif, même si ça n'a pas toujours été fait très habilement par la production. J'ai plutôt apprécié dans l'ensemble le fait que la survie soit plus mise en avant. Cela étant dit, mais ça j'y reviendrai un peu plus justement dans la partie des points négatifs, je n'ai pas du tout aimé l'interventionnisme de la prod globalement dans cette saison, et en particulier sur le plan de la survie, lorsque la production a redonné à la toute fin de la saison 1 kg de riz aux aventuriers de manière totalement gratuite. Alors d'habitude on sait que la production a tendance à le faire, voilà, au travers de dilemmes, notamment autour des lettres, etc. Bon, c'est un peu artificiel, mais au moins disons que c'est justifié sur le plan du jeu, ça fonctionne parce que ça fait partie, disons, des péripéties classiques du jeu. Mais là, le fait que sans contrepartie, Denis choisisse de donner directement 1 kg supplémentaire de riz alors qu'on approchait la fin de l'aventure aux aventuriers, je trouve ça vraiment problématique. Je l'avais déjà évoqué dans un débrief précédent, mais je préférais très franchement que la production donne directement dès le départ plusieurs kilos de riz à chacune des tribus et qu'ensuite elle ne donne plus rien, que les tribus doivent se débrouiller avec ce riz dès le départ, un peu à l'instar de ce qui se faisait avant où il y avait 5 kilos de riz qui étaient donnés à chaque tribu et où finalement, bon, des fois on avait un peu de nourriture qui était donnée encore ensuite, notamment au travers des lettres ou des choses comme ça, mais disons que la production faisait un peu plus attention à ne pas donner comme ça gratuitement des avantages aux aventuriers. Là, j'ai assez peu aimé le fait qu'on donne comme ça encore du riz en plus aux candidats. Je trouve qu'avec ce type justement de démarche, on perd finalement la sincérité de l'émission qui, je le rappelle de base, était quand même une émission de survie, entre autres, hein, pas seulement, mais aussi une émission de survie où la question était de survivre sans nourriture ou sans trop d'aide extérieure, à part justement la nourriture qu'on donnait au départ aux aventuriers. Bon, évidemment, c'est très théorique, mais c'était un peu voilà l'idée, le concept de base justement de koh ou Survivor. Ce sont des aventuriers qui sont échoués sur une île avec finalement ce qu'ils ont pu récupérer de leur naufrage, avec un certain nombre d'aliments, mais qu'ils devaient finalement se contenter de ces aliments et également éventuellement des récompenses au jeu de confort pour parvenir à subsister. Autre point positif pour moi, c'est le côté vraiment difficilement prévisible de la saison. J'ai été surpris par la gagnante de cette saison comme rarement depuis vraiment pas mal de temps. Très franchement, la dernière fois que j'avais été autant surpris, je pense, par une gagnante ou un gagnant, et encore, je pense même que ce n'était pas à ce point-là, mais disons que voilà, que ce n'était pas des gagnants que j'avais prédit, disons, plusieurs épisodes en avance. Je pense que c'était peut-être avec Frédéric ou Clémence, donc Frédéric dans koh Cambodge ou Clémence dans le combat des héros. Mais voilà, c'était des gagnants, disons, qu'on pouvait voir venir quelques épisodes en avance, en tout cas sur lesquels on pouvait avoir un doute, même s'ils n'étaient pas, disons, des grands favoris. C'était des gagnants qui n'étaient pas forcément évidents, comme ça pouvait être le cas de Nawal ou même d'Alexandra l'année dernière. Voilà, on pouvait être à peu près certain quelques épisodes en avance qu'ils allaient gagner. Là, pour le coup, pour ces deux gagnants-là, Clémence et Frédéric, c'était un peu moins évident à déceler un peu plus en amont. Mais cette saison, c'était vraiment un degré supérieur puisque je ne me doutais pas du tout
que Maxine pouvait l'emporter avant l'élimination d'Arnaud. Je n'avais vraiment aucun doute sur la victoire d'Arnaud jusqu'à son élimination à l'orientation. Donc très franchement, voilà, pour le coup, même si je ne pense pas que c'était forcément volontaire de la part des monteurs de l'émission, c'était quand même un des points positifs d'avoir justement ce suspense jusqu'au bout. Et puis ce suspense global, parce que la saison était tellement aléatoire et tellement chaotique, et ça ce sera aussi malheureusement un de mes points négatifs, mais disons que du point de vue du pur divertissement, au moins jusqu'aux 2 tiers de la saison, c'était assez agréable justement d'avoir des surprises, d'avoir des personnes comme Aurélien par exemple qui sort de l'aventure très tôt, malgré le fait que c'était un personnage très présent dans les premiers épisodes. Voilà, je trouve qu'il y a eu pas mal de surprises comme ça, l'autodestruction des jaunes aussi rapidement, enfin il y a eu vraiment des choses qui ont été assez surprenantes et assez étonnantes, des retournements de situation, et ça c'est aussi lié à un casting qui était malheureusement ou heureusement, ça dépend selon les visions de chacun, mais qui avait tendance à beaucoup jouer stratégiquement, mais pas forcément à long terme. Donc ça apportait forcément du divertissement, et du point de vue voilà, du divertissement pur et de la surprise qu'on pouvait avoir au moment justement de regarder la saison et de découvrir les épisodes, c'était plutôt un point positif, même si j'aurais des choses à en dire forcément dans les points négatifs aussi. On va passer maintenant aux points sur lesquels je suis plus mitigé, et on va commencer du coup par les armes secrètes, qui est donc le concept de la saison. Alors certains s'étonneront peut-être du fait que les armes secrètes ne se retrouvent pas dans les points négatifs, mais je vais m'expliquer tout de suite. En réalité, je parle vraiment du concept des armes secrètes et pas forcément de leur utilisation dans la saison. Je parle vraiment des objets en eux-mêmes, des règles qui les entourent, et non de la manière dont ils ont été implantés dans le jeu ou la manière dont ils ont été joués par les candidats. Donc c'est vraiment le concept en lui-même. Pour ce qui est donc de ces armes secrètes, très franchement je trouve que la plupart sont plutôt réussis, même s'ils n'ont pas forcément été bien utilisés dans la saison. Si on prend une arme secrète par exemple comme le kit ou double, je pense que c'est sans doute l'arme secrète qui a le mieux fonctionné dans la saison, et c'est une arme secrète qui, bon certes, peut amener des points négatifs, notamment le fait que une personne voilà, qui n'avait rien demandé finalement puisse se retrouver avec une cible directement dans le dos et un vote contre elle, comme ça a été le cas de Marie, et ça a précipité sa chute, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire, ce n'est pas, disons, un duel qui va directement vous condamner, et c'est quelque chose voilà, qui permet d'immuniser quelqu'un qui est potentiellement en danger, sans lui donner directement une immunité, il faut quand même passer par le duel, et la personne qui le joue peut également directement creuser sa tombe en immunisant quelqu'un d'autre, et en s'handicapant elle-même d'une voix. Donc c'est une arme qui a vraiment cette notion de dilemme en termes de jeu, est-ce qu'il faut la jouer ou non. Et ça j'aime assez, je trouve ça assez intéressant. Donc pour le coup, pour moi c'est une arme secrète que j'ai appréciée dans la saison, et ça ne me dérangerait pas que cette arme secrète soit à nouveau utilisée dans le futur. On a également le talisman qui avait été donné au capitaine de chaque équipe au début de la saison, et un concept que j'avais assez aimé avec cette arme qui pouvait être utilisée de deux façons, de la façon offensive ou défensive, ce qui rajoutait un niveau supplémentaire de dilemme, puisqu'on a, avec toutes les armes, hein, y compris avec les colliers, on a toujours le dilemme de savoir quand les jouer. C'est un peu la question, hein, de savoir voilà, si on la joue à tel ou tel conseil, voire même pour qui les jouer éventuellement. Mais là on avait un dilemme supplémentaire avec le fait de savoir comment jouer cette arme, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc ça a surtout en plus vraiment eu un impact sur la saison, on l'a vu, ça a permis à Laetitia d'aller plus loin. Ça a sans doute aussi en partie coûté la place d'Aurélien, parce qu'Aurélien vraiment voulait jouer cette arme en mode offensif à la réunification. Enfin bref, c'était quand même assez intéressant, même si malheureusement, et ça j'y reviendrai dans les points négatifs, ce n'est pas une arme qu'on a vue en action réellement, en tout cas dans son mode offensif. On a également eu le détournement de vote, une arme assez classique qui avait déjà été jouée dans des versions étrangères et qui pour le coup fonctionne je trouve. Donc voilà, pas grand chose à dire, c'est pas une arme transcendante, mais c'est pas une arme contre laquelle j'ai beaucoup de choses à dire. Par contre, les deux autres armes expliquent le fait que les armes secrètes se retrouvent dans les points mitigés, et en particulier une, mais je vais d'abord parler de l'autre, à savoir l'ambassadeur secret. Je trouve que le concept d'ambassadeur secret est intéressant en soi. Malheureusement, je le trouve un peu fort, parce que le fait qu'une personne, une seule personne puisse unilatéralement bloquer toutes les discussions et obliger à voter contre telle ou telle personne, je trouve ça un peu trop fort pour une arme secrète. C'est vraiment une arme qui en gros vous permet d'éliminer qui vous voulez,
Et ce qui me gêne en plus, c'est que c'est une arme qui ne présente pas de dilemme, vous n'avez pas de dilemme sur le moment où la jouer, sur la façon de la jouer, voilà, il n'y a qu'une seule façon et qu'un seul moment où la jouer, donc c'est pas une arme que je trouve particulièrement intéressante pour ça, il n'y a pas vraiment de dilemme, il n'y a pas vraiment de stratégie, il n'y a pas vraiment de réflexion autour de cette arme, si ce n'est sur, disons, la façon dont vous allez peut-être potentiellement unilatéralement éliminer quelqu'un. Certes, ça peut vous griller éventuellement pour la suite, mais là dans la configuration où on était cette saison par exemple, si on imagine qu'un Hervé ou qu'un Fred avait trouvé cette arme, ben on peut très bien imaginer justement que Hervé ou Fred auraient poussé justement une Maxine à directement voter peut-être contre une lore, ou à directement s'éliminer, à directement voilà la pousser jusqu'au tirage au sort avec Vincent et potentiellement avoir une chance sur deux de l'éliminer. Donc dans tous les cas, voilà, on se rend compte que une arme entre de bonnes ou de mauvaises mains, selon si on préfère le divertissement ou disons le jeu stratégique, peut vraiment complètement retourner une saison. Ça peut avoir des avantages, mais ça peut avoir des inconvénients parce que c'est aussi une arme qui est extrêmement forte et qui peut vous faire retourner une saison, alors que finalement voilà, vous n'avez pas vraiment eu le mérite d'établir une stratégie ou voilà de faire un jeu d'alliance, de faire quelque chose qui vous permette vraiment de retourner le jeu. Là c'est juste vous avez cette arme à jouer et vous pouvez en gros éliminer qui vous voulez à votre convenance. Donc c'est pour le coup je trouve pas une arme extrêmement intéressante parce que trop forte et on perd cette notion de dilemme. Mais l'arme réellement problématique, vous l'aurez compris évidemment, c'est le bracelet noir, une arme bien trop puissante qui permet littéralement de dérober le collier d'immunité de quelqu'un. C'est une arme qui est vraiment beaucoup trop forte puisque vous pouvez dérober ce collier donc après que la personne l'ait joué, contrairement aux versions internationales où c'était quelque chose finalement que vous jouiez au moment des votes, donc vous ne saviez pas si la personne contre laquelle vous jouiez votre annulateur de collier, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, notamment dans la version américaine Survivor, vous ne saviez pas si cette personne allait ou non jouer un collier, vous ne saviez même pas des fois si cette personne avait un collier. Donc c'était, disons, quelque chose qui apportait vraiment une notion de dilemme sur le moment où la jouer, sur la personne contre laquelle le jouer, donc c'était quand même intéressant comme arme. Sauf que ce bracelet noir, malheureusement, dans la version française, est joué après les votes, après le fait que telle ou telle personne ait pu jouer un collier, et donc c'est vraiment une arme qui n'implique aucune notion de dilemme, vous n'avez qu'à la jouer pour vous protéger ou pour protéger un allié, qui en plus vous permet de voler le collier et éventuellement de vous l'accaparer ou de le donner à la personne de votre choix, donc c'est vraiment une arme bien trop puissante qui, dès sa conception, pour moi, pose problème. Si on enchaîne avec les autres points mitigés, je vais parler des épreuves. Les épreuves, c'était pour moi un point vraiment assez positif par moment, mais assez négatif dans la globalité, disons, de la saison. Donc c'est pour ça que je le mets dans les points mitigés. On a eu des épreuves, j'ai trouvé assez sympas, notamment de nouvelles épreuves. Je pense à l'épreuve éliminatoire du gecko, où on devait mettre les balles dans les yeux du gecko. Je trouvais ça intéressant comme concept. Il me semble, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était une épreuve qu'on avait déjà vue dans Survivor. Donc voilà, donc c'était une épreuve qui était importée de la version US, mais qui je trouve fonctionnait assez bien, et surtout fonctionnait assez bien pour une épreuve éliminatoire, parce que c'est une épreuve qui donnait sa chance à chacun, sans être une épreuve complètement aléatoire comme ça peut être le cas d'autres épreuves. C'est une épreuve qui requiert quand même beaucoup de concentration, et donc une vraie volonté à ce stade du jeu de rester dans le jeu, donc ça récompense vraiment ceux qui sont les plus motivés, ceux qui ont le plus l'envie d'aller au bout. Donc ça j'aime assez, et je trouve que c'est une assez bonne épreuve éliminatoire. On a eu comme ça quelques épreuves que j'ai assez aimées, notamment des nouvelles épreuves, ou des épreuves qui remixaient un peu d'anciennes nouvelles épreuves. Donc ça j'ai assez aimé. On a eu quand même certains classiques de Koh-Lanta, notamment par exemple évidemment des épreuves comme l'équilibre sur l'eau, comme l'étoile, ou comme le koala, et ça j'ai assez aimé, ils ont eu l'idée de faire le koala en binôme, et je trouve que ça a vraiment apporté à cette épreuve. C'était vraiment une épreuve réussie, cette épreuve du koala en binôme, donc ça c'était un point positif de la saison. Et puis pour rester sur les binômes, on a eu aussi des épreuves inédites, comme justement cette épreuve justement qui devait être réalisée en binôme, avec cette espèce de machine sur laquelle il fallait marcher pour avancer, avec un diabolo qui faisait voilà, de l'équilibre. Il fallait garder ce diabolo en équilibre à deux pour éviter qu'il tombe d'un côté ou de l'autre, tout en réalisant une action. Donc ça c'était une épreuve
je pense inédite, je n'ai pas vu, je suis loin d'avoir vu toutes les saisons de Survivor, mais il me semble pas l'avoir vu, donc je crois que c'était vraiment quand même une épreuve inédite dans koh. Et pour le coup, c'était une épreuve assez sympathique qui nécessitait vraiment de la coordination entre les deux membres du binôme et qui a apporté vraiment du suspense. Donc il y a eu quelques épreuves comme ça que j'ai vraiment appréciées. Malheureusement, je trouve quand même que les épreuves globalement n'étaient pas si passionnantes. On a eu quelques épreuves vraiment ratées. Je me souviens notamment de l'épreuve de la gouttière que j'avais trouvée franchement plutôt ratée. C'était une épreuve par équipe. Si vous vous souvenez, c'était l'épreuve qui avait abouti au conseil surprise et à l'élimination de Magali. Et puis je trouve qu'il manque certaines des épreuves vraiment classiques de koh. On n'a toujours pas eu la dégustation, ça fait 2 saisons qu'on n'a pas la dégustation, on l'avait déjà pas eu dans les 4 terres, et dans l'île des héros, alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait eu la dégustation, c'était la finale du parcours du combattant je crois, entre Jessica et Claude de mémoire, mais voilà, c'était vraiment juste une épreuve qui permettait de départager, disons, les deux vainqueurs du parcours du combattant féminin et masculin. Donc voilà, ce n'est pas une vraie épreuve en soi. Donc pour le coup, assez déçu qu'on ne retrouve pas cette épreuve et d'autres épreuves classiques de koh. Et j'espère que à l'occasion de la saison des 20 ans, du All-Star des 20 ans, on aura toutes ces épreuves vraiment classiques qui reviennent dans la saison. Je l'espère fortement parce que certaines des épreuves, je trouve certaines des nouveautés ou certaines des épreuves remixées n'étaient vraiment pas à la hauteur de ce que nous propose habituellement koh. Dernier point sur lequel je suis mitigé, c'est la vainqueur de la saison, à savoir Maxine. Alors autant Maxine, comme je l'ai dit, c'est plutôt une bonne gagnante. C'est une gagnante voilà, qui s'est illustrée, je trouve, dans les 4 domaines principaux du jeu. Hein, vous le savez, sport, survie, social, stratégie. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est une bonne gagnante et c'est dans les points positifs. Malheureusement, d'un point de vue personnel, si je me base plus sur une certaine subjectivité, disons, sur mon regard à moi, ce n'est pas une candidate que j'ai appréciée, je l'ai trouvée quand même assez fausse durant toute la saison, et une nouvelle fois, ça ne veut pas dire que c'est la personne en elle-même, que c'est Maxine en elle-même qui est fausse, ça peut être le montage et le fait que la production ait justement essayé au maximum de masquer son jeu pour ne pas justement s'attirer les foudres du public. Disons que c'est plutôt raté vu la saison, mais à leur décharge, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix sur certaines histoires, notamment avec Candice, même si je pense, par exemple, que la production aurait pu moins humaniser Candice si vraiment leur désir c'était de nous faire nous attacher à Maxine. Mais ce n'est même pas pour ça réellement que j'ai des problèmes avec Maxine, ce n'est même pas tant pour sa trahison de Candice pour le coup, c'est vraiment plus, disons, pour son attitude globale, sa fausse naïveté, qui aurait pu être quelque chose d'assez intéressant comme on a vu l'année dernière avec Lola que j'avais plutôt apprécié, voilà, qui avait ce côté faussement naïve, mais qui jouait très bien son jeu, qui menait très bien sa barque, et j'avais assez apprécié Lola dans sa saison, mais pour le coup la Maxine ça ne m'a pas vraiment plu, le fait aussi de ramener constamment son passé d'ancienne sportive de haut niveau, alors ce n'était pas qu'à sa charge, hein, c'est aussi la charge de la production qui voulait vraiment insister là-dessus, mais pour le coup voilà, pour moi ça a plutôt tendance à m'énerver parce que cette constante insistance là-dessus, c'était trop, vraiment, c'était une manière, on sentait, de nous la faire apprécier, et pour moi ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc pour le coup, j'ai vraiment du mal avec Maxine, avec sa personnalité. À choisir, je préférais largement son binôme Laure, que je trouvais beaucoup plus original, beaucoup plus authentique dans sa manière d'être, beaucoup moins sur la réserve, beaucoup moins sur une préservation de sa propre image. Alors peut-être une nouvelle fois que c'est le montage qui nous donne cette impression-là, donc c'est pour ça que je tempère un peu mes propos sur Maxine, mais pour le coup, de ce qu'on en a vu dans cette saison, je suis assez perplexe sur sa personnalité très franchement, et je n'ai pas vraiment apprécié son personnage malheureusement, donc c'est assez dur pour moi de me ranger dans le camp des personnes qui ont vraiment apprécié sa victoire. On va passer au point négatif de la saison. Les premiers points négatifs qui me sautent aux yeux et qui pour moi coûtent beaucoup de place dans le classement de la saison, c'est évidemment la fin de la saison. Tout le dernier tiers de la saison, donc je dirais à peu près après l'épisode des binômes, au moment de l'élimination de Vincent et Laetitia. À partir de ce moment-là, c'était vraiment catastrophique, je trouve. On a eu une fin de saison vraiment ratée. Peut-être même l'une des pires fins de saison de l'histoire de koh, très franchement. Même si on avait du suspense, notamment à partir du moment où Arnaud a été éliminé et que ça a un peu relancé la machine, même si finalement assez vite ensuite, notamment au moment où Jonathan est tombé des poteaux, on a su voilà, que Maxine allait l'emporter. Mais très franchement, cette fin de saison
malheureusement manqué de saveur parce que on n'avait plus non seulement de personnages vraiment intéressants, alors certes il y avait quelques personnages intéressants et attachants comme Arnaud ou Laure par exemple, mais on avait voilà des personnes assez insipides, je pense évidemment à une Magali ou un Flavio, je pense même à un Jonathan, même si je ne le détestais pas, qu'on n'avait pas assez vu je trouve dans la saison pour réellement s'attacher à lui, et puis à partir de ce moment-là c'était une saison quand même très prévisible avec des rouges en ultra majorité qui ont simplement voilà éliminé les personnes un peu périphériques comme un Flavio, alors qu'il s'est un peu éliminé tout seul hein, avec l'épreuve éliminatoire, mais donc ça a un peu servi les intérêts de l'équipe rouge. Ils ont évidemment éliminé ensuite un Thomas hein, qui se retrouvait tout seul sans son alliance, et puis une Magali qui n'avait jamais vraiment fait partie du groupe rouge, et surtout des aventuriers qui ne se sont pas vraiment défendus. À aucun moment on a eu un Thomas qui a essayé de se défendre, il semblait vraiment au bout du rouleau et presque au bord de l'abandon. On avait un Flavio qui essayait voilà de se faire bien voir des rouges mais sans réellement tenter quoi que ce soit, et une Magali qui s'isolait complètement, qui n'a toujours pas compris que Koh-Lanta est un jeu social. Bref, c'était assez compliqué, donc une fin de saison finalement très prévisible, qui était vraiment en pilotage automatique, avec jusqu'à la finale finalement on a eu un peu plus de surprises, notamment avec l'orientation, mais finalement voilà des derniers épisodes qui étaient longs, qui se traînaient en longueur avec beaucoup de vide narratif, et même si c'est seulement peut-être 3 épisodes ou 4 épisodes finalement où on a eu cette fin de saison assez insipide, eh bien je trouve que ça tire vraiment la saison vers le bas, parce que finalement la fin de saison c'est ce qui laisse l'impression générale, une impression positive ou négative. Je me souviens de l'année dernière où la saison était assez inégale, aussi un peu en dents de scie, mais où finalement on a vu une fin de saison quand même un peu intéressante, notamment avec le retournement contre le binôme Lola-Angélique, avec l'élimination d'Angélique juste avant l'orientation, et une fin de saison quand même que je trouvais plus réussi que cette année, même si ce n'était pas une fin de saison parfaite, mais ça a laissé, disons, une impression générale plutôt positive. On avait terminé finalement sur une bonne note qui permettait de tirer la saison vers le haut. Là, c'est vraiment l'inverse. On a vraiment une fin de saison qui a tiré la saison vers le bas, et pour moi, c'est vraiment le principal point négatif de la saison. J'avais mis le casting dans les points positifs. Malheureusement, ce casting peut aussi amener des points négatifs, notamment celui-ci, qui est l'antipathie générale que personnellement j'avais pour ce casting, et je pense que j'étais loin d'être le seul. Même s'il y avait certains candidats, comme je te disais, qui se démarquaient et qui pouvaient être attachants, globalement les candidats que j'ai préférés n'étaient pas spécialement sympathiques. Je pense par exemple à un Aurélien. Aurélien, c'est sans doute le candidat que je retiens de cette saison, celui que j'ai trouvé le plus intéressant et que j'aurais vraiment voulu voir plus loin. Mais malheureusement c'est un candidat que j'ai trouvé, alors pas forcément antipathique, parce qu'il avait quand même aussi des points attachants, mais voilà, ce n'est pas un candidat non plus qui est spécialement sympathique. Donc pour le coup, je trouve que la saison, contrairement à la saison précédente, qui pouvait souffrir aussi de ça, hein, d'un trop grand nombre de candidats sympathiques et d'un manque d'antagonistes, je trouve justement que cette saison en particulier manquait justement de candidats sympathiques. On en a eu quelques-uns, mais qui étaient tellement en retrait, je pense à un Flavio par exemple, que c'était difficile de les apprécier, ou un Gabin par exemple qui n'apportait vraiment pas grand-chose, mais qui semblait, notamment au moment de sa sortie, l'épisode de sa sortie, qui semblait être quelqu'un de plutôt sympathique, de plutôt réfléchi, et qui aurait pu être intéressant à suivre. Donc pour le coup, voilà, les quelques personnages sympathiques ont vraiment été éclipsés par ce casting avec de très fortes personnalités, et malheureusement, du coup, ça a donné vraiment une saison avec des gens assez antipathiques. Alors certes, on a quelques personnages sympathiques, comme je le disais, comme Arnaud, qui ont pu être sur le devant de la scène, mais avec des personnages notamment comme des Fred et Hervé, qu'on a vu très aigris, comme le Quatuor Jaune, en particulier avec des Thomas ou des Myriam aussi, qu'on a vu vraiment dans des attitudes qu'on n'aime pas trop voir sur Koh-Lanta, des fois même des attitudes de mauvais perdants, même si voilà, c'est aussi ce qui a apporté du divertissement à la saison, mais pour le coup, je trouve que cette ambiance générale qui s'est poursuivie en plus pendant la diffusion et justement dans l'après-saison, que ce soit on l'a vu au moment du jury final, mais même ensuite pendant la diffusion, on a eu justement voilà, ces attitudes qui n'étaient pas forcément très fair-play, avec des candidats qui avaient tendance à s'invectiver, qui ne s'étaient toujours pas pardonné leur soi-disant trahison. Pour le coup, là, c'est quelque chose que je n'aime pas trop voir. On se souvient de la saison Le Combat des Héros, qui était pourtant une très bonne saison, mais qui avait été quand même globalement gâchée par l'ambiance post-saison, même si je pense que cette saison c'était quand même moins pire que ce qu'on a eu justement lors du Combat des Héros. Et pour le coup, je trouve ça assez négatif, ça tire vraiment la saison vers le bas, même si ça ne fait pas vraiment partie de la saison. Je trouve que ça pose quand même problème lors de la diffusion de la saison.
Autre gros point noir de la saison, c'est le jeu stratégique à long terme. On a observé très peu de jeux stratégiques, de vision stratégique à long terme dans la saison. Le seul contre-exemple que j'ai peut-être, ce serait celui d'Aurélien qui lui tentait justement d'avoir une vision stratégique sur plusieurs épisodes en avance, notamment en essayant de préserver Laetitia pour préserver l'avantage du talisman. Mais on l'a vu que justement il s'était trop projeté, qu'il n'avait pas assez pensé justement à l'aventure à court terme et qu'il avait fini par se faire avoir en perdant un peu cette vision de jeu à court terme, et puis surtout par son ego qui lui rendait impossible de s'apercevoir qu'il était finalement assez mal perçu de ses compagnons. Mais dans tous les cas, on a manqué justement de ces joueurs qui avaient une bonne vision stratégique à long terme. Je le disais, on a eu Aurélien, on a eu Shanice aussi dans une certaine mesure, même si elle a sans doute pris beaucoup trop la confiance, et pareil, elle avait une vision stratégique peut-être à trop long terme, et sans percevoir réellement ce qu'il fallait faire, disons à court terme, en se projetant trop et sans avoir la perception et sans avoir l'intelligence émotionnelle, justement elle qui en parlait, de faire du micromanagement à court terme, notamment de ses alliés dont elle comptait se débarrasser par la suite, comme par exemple potentiellement à Vincent. Donc pour le coup, elle a commis des erreurs, mais ces deux personnages-là qui ont commis des erreurs, donc, avaient cette vision à long terme. Malheureusement, ils sont sortis quand même assez tôt dans la saison, mais on n'a pas assez vu justement de cette vision stratégique à long terme. C'est d'ailleurs eux qui ont, je pense, apporté le plus de saveur au début de cette saison. C'était deux des meilleurs personnages sans doute de la saison. Aurélien qui a beaucoup apporté au début de la saison, et Shanice, du point de vue stratégique, qui a réalisé sans doute l'élimination la plus pertinente, à savoir celle d'Aurélien, celle qui était la mieux menée, et il n'y a pas eu besoin, comme on l'a vu, de collier ou d'armes secrètes pour la réaliser. Donc ça, c'était sans doute vraiment un des meilleurs moves de la saison, mais en dehors de ça, on a eu des joueurs qui jouaient vraiment à très court terme stratégiquement, un peu à l'image de la gagnante de la saison. Et très franchement, si on aime la stratégie, si on aime justement les joueurs qui sont capables de prendre du recul, de réfléchir un peu à la stratégie à long terme et d'essayer d'élaborer des plans sur plus que simplement un épisode pour simplement anticiper le conseil suivant, qui sont capables de voir un peu plus long terme, de se positionner justement sur le grand échiquier qu'est koh pour anticiper plusieurs coups en avance. Très franchement, là ça nous a manqué, je trouve, dans cette saison vraiment, même si évidemment dans koh c'est assez peu fréquent d'avoir des joueurs justement qui perçoivent autant de temps en avance. On a généralement au moins un ou deux joueurs qui sont capables justement d'avoir cette vision de jeu. Là, ce n'était pas le cas, et je trouve que ça a vraiment manqué à la saison, et même pire que ça, je trouve que les joueurs, non seulement n'avaient pas cette vision à long terme, mais même pire, avaient une vision presque contre-productive à force de trop jouer à court terme, de faire des coups vraiment sur l'instant sans réfléchir à plus tard. Beaucoup se sont sabordés finalement. Dernier point négatif, et qui est peut-être finalement le plus gros point noir de la saison, c'est l'interventionnisme de la production. Alors on est plutôt habitué dans koh à avoir une production très intrusive. On l'avait vu notamment dans l'île des héros, on a vu plusieurs fois la production qui était intervenue pour sauver tel ou tel candidat, de manière plus ou moins subtile. Mais là, cette année, c'était vraiment trop visible, ça a même été perçu par une grande partie du grand public. Et pour le coup, c'était assez énervant de voir cette production qui, à petite ou grande échelle, voulait absolument intervenir. Alors, pas nécessairement pour sauver des aventuriers, je pense par exemple que ce n'était pas spécialement pour sauver une Maxine ou même un Jonathan, que la production était intervenue avec notamment le fameux bracelet noir. C'était simplement pour justifier les armes secrètes, justifier le titre de la saison, et qu'ils ont créé finalement ce rebondissement complètement artificiel avec un collier qui devait être absolument joué au conseil suivant, puis ensuite le bracelet noir. Enfin, je veux dire, personne n'est assez stupide pour penser que ce n'était pas prévu par la production. Très sincèrement, je vois mal comment la production peut se justifier que c'était le pur hasard, c'était complètement fortuit, qu'il y ait un collier juste à ce moment-là qui soit donné aux personnes les plus en danger, et que quelqu'un d'autre trouve juste après le fameux bracelet noir qui était la parade parfaite à ce collier. Et évidemment que la production a implémenté dans le jeu ces deux armes secrètes, enfin collier plus arme secrète, même si l'autre était labellisé, le collier instantané, c'était vraiment nul comme nom, était labellisé justement comme une arme secrète. En réalité c'était un collier juste avec une date de péremption pour forcer le binôme à le jouer au conseil
et ensuite à être annulé par le bracelet noir. Mais pour le coup, c'était vraiment très peu habile de la part de la production pour justifier l'utilisation du bracelet noir et donc plus largement des armes secrètes. Et on a vu que ça s'est très mal passé auprès du grand public. Je pense qu'on ne reverra jamais très sincèrement ce bracelet noir, et c'est pour le mieux parce que, comme je le disais, c'est une arme qui est bien trop puissante. Mais même au-delà de ça, la manière dont la production l'a amené dans le jeu pour créer un rebondissement artificiel qui n'était pas nécessaire, puisqu'au final, si on avait eu ni collier ni bracelet noir, c'était bien ce binôme qui serait sorti de l'aventure. Donc dans tous les cas, c'était vraiment un rebondissement qui était complètement artificiel. Et forcément, c'est mal passé auprès du grand public. Moi, c'est sans doute ce qui m'a le plus énervé dans cette saison. Et d'office, ça a vraiment pénalisé pour moi cette saison. Mais ce n'est pas la seule fois qu'il y a eu un interventionnisme de la prod. On peut avoir des suspicions sur plusieurs armes secrètes, mais un autre point qui, moi, personnellement, m'a beaucoup agacé, c'est la production qui a décidé de redonner du riz, 1 kg de riz, aux aventuriers à la toute fin de l'aventure. Ça illustre bien le fait, comme on l'a souvent dit dans les saisons précédentes, que finalement les aventuriers peuvent consommer autant de nourriture qu'ils le veulent. Si réellement ils se retrouvent en disette, la production n'hésitera pas à leur redonner de la nourriture. Et pour le coup, ça altère vraiment la sincérité du jeu. Le côté survie qui était très présent dans les premières saisons, qui est de moins en moins présent, même s'il était un peu plus présent cette saison, mais qui globalement sur les dernières années est moins présent, et qui forcément est altéré. On altère cette sincérité, voilà, de la survie des aventuriers qui doivent vraiment trouver de la nourriture pour se nourrir. Et j'aimerais beaucoup que la production revienne à un système où on donne plus de nourriture dès le départ, peut-être 3 ou 5 kilos de riz directement aux équipes, mais où les équipes doivent, quoi qu'il arrive, résister avec ces kilos de riz qui sont donnés dès le départ, sans avoir de dons artificiels ou de dons même carrément comme ça au conseil gratuitement de la part de la production aux aventuriers, parce que forcément ça donne cette sensation que les aventuriers finalement peuvent consommer autant de nourriture qu'ils le veulent, la production leur en redonnera toujours. Voilà, on a déjà beaucoup parlé avec ces points positifs et négatifs, mais on va maintenant rapidement revenir sur ce qui fait pour moi la qualité d'une saison, à savoir les aventuriers, les candidats. Et je vais vous donner un peu les candidats que j'ai appréciés et ceux qui m'ont déçu, et puis ceux que je vois revenir, ou ceux en tout cas que j'aimerais voir revenir dans de futures saisons de koh. On va commencer par les aventuriers qui m'ont vraiment plu dans cette saison, et pour moi l'aventurier qui m'a le plus intéressé, et c'est assez rare pour le signaler parce que c'est quelqu'un qui a été éliminé donc du coup en pré-réunification, c'est Aurélien. Malgré le fait qu'il ait été éliminé dès la fin de l'épisode 5, c'est sans doute un des personnages, si ce n'est le personnage le plus marquant de la saison. Pour le coup, c'était un personnage qui, certes, était imparfait, on l'a vu avec un ego assez surdimensionné, mais un personnage que j'ai assez apprécié dans sa manière d'être. Non seulement son côté évidemment très divertissant avec ses confessionnaux où il passait son temps à casser du sucre sur ses compagnons, mais en plus de ça, il avait vraiment un côté presque attachant dans sa manière, voilà, de vouloir à tout prix maîtriser les choses, sa manière de se mettre beaucoup en avant, mais d'aller chercher du crabe, de vouloir être finalement le leader de cette équipe de bras cassés qui étaient les jaunes. Il avait presque un sens du collectif que n'avaient pas certains de ses compagnons, et même s'il se mettait beaucoup en avant et qu'il était par certains aspects assez individualiste, je trouve que c'était un personnage vraiment intéressant. Et s'il muscle un peu son jeu social, je pense vraiment que ça pourrait être un candidat complet. Il m'a assez rappelé certains autres aventuriers comme Marc par exemple, hein, des saisons précédentes, et je pense que dans d'autres circonstances il aurait pu aller très loin. Donc j'ai vraiment très envie pour le coup de le revoir lui dans un All-Star. Parmi les autres candidats que j'ai vraiment appréciés, il y a eu Arnaud évidemment. Arnaud assez attachant, même si au début je ne comprenais pas trop pourquoi tout le public, tout cet emballement qu'il y avait du public autour de sa personne. Peu à peu, voilà, j'ai de plus en plus appris à l'apprécier, même si c'est quelqu'un qui aussi, on peut le dire, potentiellement avait des défauts, notamment dans son jeu, avait peut-être un manque de vision stratégique qui s'est ensuite un peu développé, hein. Son jeu stratégique s'est sans doute développé et on a vu une évolution du personnage qui s'est bonifiée avec le temps, mais globalement voilà, c'était un personnage assez intéressant, forcément très divertissant, un profil un peu, pour ceux qui suivent Survivor, à la Rupert, hein, dans Survivor, le fameux Rupert de Pearl Islands, hein, de la saison 7 de Survivor, un personnage vraiment très divertissant. Alors peut-être un peu moins over the top pour ce qui est de Arnaud, peut-être moins
exubérant que pouvait l'être Rupert dans Survivor. Mais voilà, ce type de personnage qui, de prime abord, peut sembler peut-être pas forcément avoir le physique de l'aventurier, et qui se révèle excellent, notamment en survie, mais aussi un personnage vraiment particulier, atypique, presque excentrique, mais aussi très attachant et qui, alors peut-être sans doute Arnaud était meilleur socialement, même sans doute, hein, sans aucun doute, était meilleur socialement que Rupert, et sans doute plus attachant que Rupert, même si Rupert était présenté de manière très positive, notamment dans sa première saison. On a vraiment le même type de trajectoire avec ces deux aventuriers, et je trouvais ça intéressant de soutenir cette comparaison. Et puis, autre aventurière qui m'a bien plu dans la saison, c'est Laure. Je sais qu'elle en a agacé beaucoup, mais personnellement, moi j'ai vraiment apprécié Laure. Je trouve que elle avait ce côté entier que n'avait peut-être pas justement une Maxine. Et dans le binôme, voilà, c'était vraiment Laure que j'ai préféré. Non seulement je l'ai trouvée assez forte hein, dans presque tous les domaines du jeu, en dehors peut-être de la stratégie et de la vision à long terme, je l'ai trouvée assez forte non seulement dans les épreuves, mais aussi capable de bien se positionner, et malgré le fait qu'elle fasse des remarques assez rentre-dedans, d'avoir finalement un social pas dégueu, pas trop mauvais, qui lui permettent quand même de se hisser jusqu'en finale. Donc pour le coup, c'était vraiment un personnage assez intéressant, avec un caractère vraiment particulier. Je trouve que ça manque parfois de ce type de personnage qui ne soit pas citadin, qui ne soit pas issu par exemple d'un milieu journalistique comme on a eu justement avec Maxine ou Lucie cette fois-ci. Voilà, des personnages un peu plus terroir comme on pourrait dire, hein, franchement sans jugement aucun, hein, sans condescendance aucune, mais qui est cette vie, ce quotidien finalement un peu différent, et c'était aussi le cas finalement d'un Arnaud qui voilà ne soit pas forcément citadin, ultra connecté, etc., qui soit plus finalement un monsieur ou une madame tout le monde, un peu à l'instar justement de ce qu'on a eu avec Arnaud et donc Laure cette saison. Je trouve que ça manque un peu dans les saisons récentes de Koh-Lanta, et ça me plaît vraiment d'avoir ce genre de personnage, surtout quand ce genre de personnage se révèle être aussi divertissant que l'a été Laure justement cette saison. Sinon, parmi les personnages qui m'ont déçu, on peut compter notamment Thomas sur lequel j'avais beaucoup d'attentes et qui au final s'est un peu dégonflé au fur et à mesure de la saison. Au début je le trouvais assez divertissant, mais au fur et à mesure je me suis aperçu que non seulement il n'avait aucune vision stratégique, contrairement à ce que j'aurais pu espérer au départ. Je me rappelle qu'au départ j'avais presque fait une comparaison avec Patrick, que je regrette forcément parce que quand on voit son aventure c'est franchement très décevant. Et puis au fur et à mesure on a senti qu'il était de moins en moins motivé, notamment avec le départ de ses principaux compagnons, et pour le coup j'ai trouvé qu'il était vraiment très décevant dans cette saison, notamment dans la partie post-réunification. À partir du moment où les événements n'allaient plus dans son sens, on a senti très vite que voilà, il était complètement dépassé, que ce soit au niveau stratégique mais aussi au niveau physique, et donc c'était pour moi sans doute la principale déception de la saison. Parmi les déceptions, on a également Hervé. Hervé qui m'a beaucoup déçu dans son attitude. C'était un candidat sur lequel j'avais pas mal d'espoir au début de la saison. Je trouvais que c'était quelqu'un voilà, qui pouvait avoir ce profil un peu de fan de l'émission qui aurait pu être intéressant, un peu à la Sam par exemple, hein, un peu le fan de l'émission bon, qui peut avoir un côté sombre entre guillemets, un côté moins sympathique, mais qui de par son côté fan pouvait apporter beaucoup de divertissement et beaucoup d'intérêt à la saison. Mais pour le coup voilà, c'était quelqu'un qui finalement a été assez fade, assez en contrôle de son image, vraiment à l'opposé de ce que son portrait pouvait laisser penser de lui, où on le voyait sauter dans la piscine, etc., où il avait ce côté un peu excentrique, qu'on n'a pas du tout retrouvé justement dans la saison, où il était vraiment très en contrôle, très fade finalement, parce que incapable voilà, de dire réellement ce qu'il pensait, toujours à cacher ses réels sentiments pour apparaître bien à la caméra. Voilà. Très franchement, c'est sans doute même peut-être le candidat que j'ai le plus détesté, c'est peut-être un mot un peu fort, mais que j'ai le moins apprécié, disons, dans cette saison, avec peut-être un Frédéric. Donc pour le coup, voilà, grosse déception pour ce qui est de Hervé. Puis, dernière déception par rapport à mes attentes de pré-saison, c'est Candice. Candice qui s'est avéré être un personnage divertissant et que j'ai plutôt apprécié dans les quelques épisodes où elle a été présente, mais malheureusement que je n'avais pas perçu aussi candide, aussi naïve,
et surtout que j'ai trouvé vraiment très vite à l'écart de son groupe. Alors peut-être que voilà, les circonstances étaient particulières, bon elle a eu du mal à s'intégrer, etc. Ça peut se comprendre, mais j'ai trouvé surtout que ce personnage avait très vite perdu confiance en elle, que finalement Candice elle avait très vite perdu confiance en elle, et que ça avait été très dur pour elle ensuite, notamment de mettre en place ses connaissances de survie, ce qui a été très dommage franchement parce qu'elle avait aussi été recrutée pour ça, pour avoir peut-être enfin une femme qui prenne le lead sur le camp, qui prenne le lead de la cabane, du feu, des choses comme ça, et finalement on l'a assez peu vu sur cet aspect-là du jeu, en dehors de quelques trouvailles de survie qu'elle faisait par elle-même en fait de son côté, sans que ses compagnons ne soient forcément au courant ou reconnaissant finalement vis-à-vis de ce qu'elle faisait sur le camp. Donc très franchement j'ai été assez déçu parce que je l'attendais beaucoup de ce point de vue-là, et finalement elle a eu tellement de mal à s'intégrer dans son équipe qu'elle n'a pas vraiment pu développer cet aspect-là du jeu, cet aspect survie. On va rapidement terminer avec les aventuriers que je pense revoir ou que je compte revoir dans les saisons ultérieures. Et la première personne forcément qui me vient en tête, c'est Aurélien. Pour moi, je n'ai aucun doute qu'il reviendra. J'ai très envie qu'il revienne et je n'ai aucun doute qu'il reviendra dans un futur All-Star. Pour le coup, c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant, extrêmement divertissant, qui a beaucoup de potentiel et qui n'a pas pu le montrer dans cette saison. Donc pour moi, c'est évident qu'il reviendra dans une future saison. Autre personnage qui reviendra selon moi, c'est Shanice. Shanice que j'ai apprécié en partie dans la saison, même si elle s'est vraiment grillé les ailes toute seule finalement sur son épisode de sortie. Mais pour le coup, c'est un personnage qui est intéressant, que j'ai apprécié dans une certaine mesure, même si j'ai eu quelques déceptions aussi. Et je pense qu'il est évident que la production la rappellera, parce qu'on a finalement, même si sur les dernières saisons, on a eu quand même plusieurs personnages du style avec Cindy ou Lola par exemple, personnages de femmes stratèges qui n'ont pas peur d'abîmer leur image en faisant de la stratégie. On en a plusieurs dans le style, mais je pense que Shanice reviendra quand même dans un All-Star avec ce potentiel-là qu'elle a justement. En plus, elle a un potentiel physique, enfin, c'est vraiment une aventure plutôt complète, donc pour moi, il est évident qu'elle reviendra aussi dans un All-Star. Troisième personne qui reviendra dans un All-Star, et pour le coup j'aimerais vraiment le revoir dans un All-Star, c'est Arnaud. Arnaud qui était vraiment le chouchou du public cette saison, et pour une fois un chouchou du public qui n'était pas fade, qui était un chouchou vraiment intéressant, avec des aspects vraiment intéressants de sa personnalité, et même intéressants sur le plan du jeu, donc tant évidemment dans l'aspect survie, même dans l'aspect sportif où il s'est plutôt révélé sur la fin de la saison, mais aussi dans l'aspect social, très bon socialement, et même stratégiquement, on l'a vu peu à peu se révéler dans la saison. Donc voilà, c'est un profil qui est plutôt complet et que j'ai vraiment apprécié cette saison. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on le reverra s'il le veut, et je pense que comme c'est vraiment un fan de koh qui postulait depuis des années à koh je pense qu'il voudra revenir. Donc pour le coup, pour moi, ça fait partie vraiment de ce trio gagnant, hein, Shanice, Arnaud et Aurélien, qui reviendront à coup sûr dans une saison ultérieure. Ensuite, il y a plusieurs personnes que personnellement j'aurais envie de revoir, mais dont je ne suis pas certain à 100% qu'ils ou elles reviendront, qui sont pour moi des personnages de qualité, et qui je pense ont des chances de revenir, mais étant donné qu'on a de plus en plus de candidats par saison, et finalement qu'on n'a pas eu tant de All-Star que ça cette dernière saison, le prochain All-Star sera en plus un All-Star avec beaucoup de candidats qui sont déjà revenus plusieurs fois, hein, qui ne sont pas des candidats récents. Donc il va falloir aussi faire revenir des candidats voilà, qu'on n'a pas vus et qu'on aimerait revoir des saisons précédentes, et donc ça laisse forcément moins de place aux candidats de cette saison malheureusement. Donc ce sont des personnages dont je ne suis pas certain qu'ils reviendront, mais qui pour moi ont beaucoup de potentiel et que j'aimerais revoir et qui ont quand même pas mal de chances de revenir. Parmi eux, j'en ai déjà parlé, mais Laure dont j'ai beaucoup aimé la personnalité sur cette saison et qui pour moi apporterait beaucoup dans un retour. J'aimerais vraiment la voir dans d'autres circonstances où elle ne serait pas forcément alliée avec Maxine. J'aimerais beaucoup la voir en solo finalement, voir un peu quelle est sa vision stratégique et comment elle envisage une aventure justement en solo. Et puis, j'aimerais aussi beaucoup revoir une Candice. Malgré ce que j'ai pu dire sur elle avec les déceptions, j'aimerais la voir dans un autre contexte et la voir justement s'épanouir peut-être dans une tribu où elle aurait plus trouvé sa place. Enfin, troisième et dernière catégorie des aventuriers que je vois revenir, des candidats que je vois potentiellement revenir, même si rien n'est sûr, mais que personnellement je ne tiens pas spécialement à voir revenir.
Parmi eux, je vois notamment Jonathan. Jonathan, pour le coup, alors c'est pas un personnage que j'ai détesté, c'est même un aventurier que j'ai trouvé plutôt complet, et ça ne me choquerait pas qu'il revienne foncièrement, mais je ne trouve pas que ce soit spécialement une priorité. C'est un aventurier qui a été plutôt discret dans la saison, alors est-ce que c'est la faute du montage? Sans doute un peu, mais dans tous les cas, je ne l'ai pas trouvé particulièrement intéressant, et je n'ai pas spécialement envie de son retour dans l'immédiat. Et il y a aussi et surtout Hervé. Hervé, pour le coup, je ne tiens vraiment pas à le revoir, mais j'ai de grosses craintes sur le fait qu'il revienne, parce que la production l'a beaucoup mis en avant dans cette saison. Je pense que la production l'a vraiment apprécié. Il a quand même gagné le parcours du combattant masculin, donc il a un vrai potentiel physique, et c'est le type d'aventurier qui apprécie la production. Alors, est-ce que la production l'appréciera autant, notamment étant donné les propos qu'il a pu tenir pendant la diffusion de la saison? Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, il est possible qu'il revienne, étant donné que la production avait déjà choisi de le rappeler, puisque pour rappel, il avait fait partie du coup de la fameuse saison annulée, la saison qui avait été annulée, du coup qui était la première version de la guerre des chefs, et il a quand même été rappelé du coup dans cette saison, donc c'est que la production semblait vraiment apprécier son profil, et je crains donc fort qu'il soit rappelé, notamment dans un format potentiellement seconde chance. Alors ça pourrait être finalement une bonne surprise, mais étant donné ce qu'on a vu de lui durant cette saison, très franchement, je doute un peu qu'on puisse réellement l'apprécier dans une saison ultérieure. Et puis enfin, un dernier mot sur la gagnante, Maxine, que j'ai eu vraiment du mal à caser dans une de ces trois catégories, parce que ce n'est pas spécialement quelqu'un que j'ai envie de revoir, parce que je ne l'ai pas vraiment apprécié dans cette saison, et je ne sais pas si elle reviendra forcément, parce que voilà, elle a gagné la saison, est-ce qu'elle aura envie de revenir? Peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. Je disais que j'avais des doutes sur la dernière gagnante, Alexandra, et puis finalement elle fait partie du coup du prochain All-Star, donc finalement on voit que les gagnantes des fois, pour des raisons un peu mystérieuses, ont envie de revenir, malgré le fait que ça remet leur titre en jeu et qu'elles ont souvent très peu de chances de remporter à nouveau le titre. Mais pour le coup, pour ce qui est de Maxine, je pense que la revoir dans une autre saison pourrait être intéressant, contrairement à une Alexandra où j'ai vraiment très peur, pour le coup, avec le retour, le All-Star des 20 ans, j'ai très peur malheureusement qu'elle soit rapidement éliminée parce qu'elle ne connaît pas forcément tout le monde et puis qu'elle a moins peut-être de potentiel physique que d'autres. Mais pour ce qui est justement de Maxine, je pense que Maxine pourrait être intéressante dans une saison ultérieure. Je pense sincèrement que je l'apprécierais plus dans une autre saison, peut-être où son montage mettrait plus en avant ses côtés peut-être un peu plus ambivalents, parce que j'ai trouvé que son montage était tellement lissé qu'on ne l'a pas vraiment vu, on n'a pas vraiment pu sympathiser avec elle, on n'a pas vraiment pu s'attacher à elle dans cette saison. Je pense que le montage a masqué un certain nombre d'aspects de sa personnalité, notamment, alors on l'a vu quand même un petit peu adopter ce rôle de méchante, notamment avec Candice, mais je pense qu'il y a un certain nombre de réflexions stratégiques qui auraient pu peut-être nous faire nous attacher à elle, ou en tout cas mieux comprendre son jeu, qui ont été masqués par la production dans le but de préserver son image. Comme je l'ai dit, ça a été plutôt raté pour le coup sur cette saison, mais j'aimerais beaucoup la revoir dans une autre saison où peut-être elle n'aurait pas justement ce montage de gagnant finalement, et j'aimerais beaucoup la revoir dans d'autres circonstances peut-être, où elle devrait peut-être plus faire ses preuves, plus montrer son jeu et peut-être muscler un peu son jeu et sa vision stratégique à long terme. Donc pourquoi pas la revoir dans une saison ultérieure, même si c'est un personnage que je n'ai pas spécialement apprécié dans cette saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce très long débrief de la saison. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et votre sentiment sur cette saison en commentaire. Qu'avez-vous pensé de la saison? Est-ce que pour vous cette saison est au-dessus ou en dessous des saisons précédentes, et notamment de la saison précédente, les 4 terres, à laquelle je l'ai beaucoup comparé. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. La chaîne va être un peu en stand-by pour l'instant, parce que voilà, on est un peu dans une période d'entre-deux saison, je n'ai pas vraiment le temps en ce moment de sortir de vidéos malheureusement, donc on va être un peu en stand-by jusqu'à la diffusion de Koh-Lanta la légende, puisqu'on a maintenant le fameux titre de la saison, donc qui sera a priori Koh-Lanta la légende pour le fameux Koh-Lanta All-Star qui arrive. Mais promis, j'aurai des vidéos qui sortiront à l'approche de cette saison, un peu pour parler notamment du casting, comme je l'avais déjà fait, mais peut-être un peu plus en détail, et peut-être aussi pour donner mon casting idéal, le casting que j'aurais préféré pour cette saison. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer toutes ces prochaines vidéos, et puis évidemment les débriefs qui arriveront de cette saison, si cette saison est vraiment de qualité comme je l'espère. Donc pour le coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme je l'ai dit, à vous abonner aussi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se retrouve très vite
Ciao à tous.